qu'on m'a demandé de dédicacer les Louis Nishmat, la grand-mère de Yehuda Amar, qui naîtra cette semaine, Mesoda Bat Zara. Et aussi mon Mouchoutn qui a eu la Shloishim aujourd'hui, Yaakov Eliezer Nice. Bon, alors la question, elle est, l'orthodoxie, elle se situe par rapport à l'État d'Israël, de quelle manière? Avant de commencer, Bechlal, sur l'histoire et l'engrangement de tout ce qui s'est passé, on va d'abord parler théoriquement. Est-ce que c'est bien pour le judaïsme d'avoir un État? C'est bien d'avoir un État, on est nationaliste, si on est nationaliste, si on veut avoir la paix, mais est-ce que ça a à voir avec la religion elle-même? Est-ce que le judaïsme se porte mieux quand il y a un État ou quand il n'y a pas d'État? Est-ce qu'on est content avec Williamsburg? À Brooklyn, il y a une yiddishkeit énorme, une chassidoute énorme. À Londres, c'est très bien. À Lakewood, Olam HaTorah, ça se passe bien. Et, en Pologne, il y avait 3,5 millions, en Russie 6 millions, il y avait des shivot, sécurité, tout peut se passer n'importe où. Hein. Qu'est-ce qui est bien est-ce que c'est bien pour le judaïsme d'avoir un pays? C'est-à-dire une souveraineté, est-ce que c'est un plus dans la manière ou dans l'épanouissement du judaïsme? Est-ce que c'est est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est moins bien? En fin de compte, on voit qu'on a très bien tenu pendant 2000 ans. 2000 ans, et le judaïsme s'est épanoui, il a grandi, il y a eu des shivot, des choules, tout ce que vous voulez. Alors, dans la diaspora, ça s'est passé. Bon, il y a toujours eu bien sûr qu'il y a eu des millions d'assimilation, parce qu'autrement, on ne devrait pas être 15 millions aujourd'hui, ou 13 millions, 15 millions, on devrait être 100 millions, mais partout, ça peut être de la même manière. En tout cas, je veux dire, le judaïsme s'est tenu, on va dire, jusqu'à la Première Guerre mondiale de façon générale dans le monde, dans le monde, que ce soit dans le monde ashkénaze, dans le monde sfarade, pratiquement tout le monde était religieux. Donc, on peut se demander la question, est-ce que c'est quelque chose d'idéal, quelque chose un plus, ça ajoute, ça regresse, qu'est-ce que c'est cet état-là? Ce qu'on sait, c'est que Abraham Avinu, Hachem lui a parlé, l'Arlecha, Me'atzecha, il est allé en Eretz Israël, etc. Et ensuite, dans la paracha, il y a un brit. Il y a un brit entre Abraham Avinu et Hachem. Et le brit, il dit, toi, tu feras Brit Mila, donc toi, tu te consacreras à moi, tu marques sur ta chair que tu es Eved Hachem. Et qu'est-ce que moi je donne en contrepartie? Moi, qu'est-ce qui a marqué? Qu'est-ce que je te donne en contrepartie? Une terre. C'est ce qui a marqué. Donc, la promesse ultime qu'on a pour Abraham Avinu, c'est une terre.
Je donnerai une terre, une souveraineté, bien sûr, parce qu'une terre, il était sur la terre d'Israël, donc avoir la terre sous Canaan ou sous l'Empire ottoman, c'était pas ça ce qu'on lui a promis. Il était déjà là-bas. Non, on te donnera la souveraineté sur une terre. C'est ce qui a marqué. C'est ça l'ultime aftacha, l'ultime promesse qu'Hachem il a donnée à Avraham Avinu. Eh bien, on comprend très bien qu'Avraham Avinu, on ne va pas lui donner comme satisfaction. Tu auras des banques et tu auras des canyons et des supermarkets et une infrastructure. C'est pas ça c'est pas de ça qu'on parle avec Avraham Avinu. On parle d'Avraham Avinu, on parle d'éclore, d'épanouir son Yehudi. Donc, ça va être Hachem. En quoi un pays, c'est quelque chose de tellement primordial pour parler de judaïsme, de Yiddishkeit. Il ne lui parle pas de Matan Torah. Il lui parle L'chaït nena. Je te donnerai une terre. Tu seras souverain sur une terre. Alors pourquoi est-ce que la terre, pourquoi est-ce qu'une souveraineté, pourquoi est-ce qu'un État, c'est tellement important pour le judaïsme, pour le judaïsme, pour vivre son judaïsme. Il aurait pu lui dire, écoute, je vais te donner tout, Rocher, Kavod, la richesse, la puissance, les enfants, tout ce que tu as besoin. Il ne parle pas de ça, il dit non, je vais te donner une terre. Qu'est-ce qu'il y a, donc on voit que l'État en tant que tel est primordial pour épanouir il y a un Rambam dans Ilchot Hanouka qui nous décrit, normalement c'est décrit un peu autrement, mais le Rambam il décrit d'une certaine manière le Nes de Hanouka. Et il dit, alors, Baïcheni, Malchou Yavan, Gazou Xerot, Israël, Bitlo Datam, donc il y a eu, les Grecs sont arrivés, ils ont fait des Xerot, etc., etc., et ils étaient très miskénim, les Bnei Israël, l'Artsum, l'Achatz Gadol, ils étaient sous pression, oppressés. Jusqu'à Shem, Eloké, Oshiem, Yadam, Betzilam, il les a sauvés. Gavrou bnei Hashmonaim HaKohanim HaGdolim, et les Hasmonéens, les Kohanim Gdolim, ils ont tué Weshiu Israël Miyadam, et ils ont sauvé les Bnei Israël des Grecs. Ve'midu melech mina Kohanim vechazra malchut l'Israël yoter al 200 shana ad chorban hasheni. Et est revenue la souveraineté Israël sur l'État d'Israël pendant 200 ans. C'était important pour le Rambam de dire que ça, c'est ça un des piliers. C'est pas juste que voilà, on pouvait pas faire les mitzvot et maintenant on peut faire les mitzvot. Non, Chazra Malchut l'Israël 200 shana. Alors, qu'on sait très bien que Yochanan Orkenos, qui était déjà le fils de Shimon, juste. Donc, vous savez qu'il y avait Yuda Maccabi, ensuite Yochanan et Shimon, qui était Nessim d'Israël, des présidents d'Israël, et puis Yochanan Orkenos était un fils. Déjà à ce moment-là, Yochanan Orkenos, à la fin de sa vie, il était
très contre les pharisiens, très contre les prochim. Son fils, Yanaï, les a carrément décimés. Décimé les Chachmei Israël. Au moment de Shimon ben Shetach, il a décimé les Chachamim d'Israël. Je parle pendant les 200 ans que le Rambam dit que c'est extraordinaire que Chazra Malchut d'Israël est revenu à la souveraineté. Quel roi il y avait? Quelle situation il y avait? Est-ce que c'était une situation comme Shlomo Ameler où il y avait Beth Amikdash et tout le monde faisait Avodat Hashem, etc., etc. Non, c'était des rois anti-religieux. Et ensuite, on ne parle même pas de Hordos, Hérode, qui au début était aussi à tuer tous les Chachamim, etc. Donc pendant ces 200 ans, il y avait plein de rois qui étaient anti-religieux, anti-orthodoxes, et quand même, le Rambam, il pense que le fait même d'être dans un État où il y a une souveraineté juive, et on est entre juifs avec une souveraineté juive, c'est quelque chose d'extraordinaire que là-dessus on fait Hanouka. On ne peut pas dire que tout est... on est en plus en sécurité, quand on a un État, etc. Tout le monde est très malin après coup, mais je veux dire, si Hitler n'avait pas attaqué la Russie, il avait continué avec le traité de Ribbentrop et il n'avait pas attaqué la Russie, donc ce serait terminé autrement. Il aurait conquis l'Angleterre et il était aux portes d'Israël. Au port d'Israël déjà. Et en 42, Montgomery elle a la main, c'est un est là-bas. Je veux dire, très bien, tous les Juifs seraient venus de Pologne, tous les Juifs seraient venus de Russie et en Israël, et il serait plus rien resté des Juifs. Parce que personne n'aurait pu dire que ici en Israël, il n'y aurait pas la conquête de Hitler. Euh, euh, C'était un fil près, je dirais. Et puis ensuite, ici, il y avait le Moufti de Yerushalayim qui aurait très bien aidé Hitler à faire son travail. Donc, c'est pas le fait qu'avoir un État qui nous sauve obligatoirement. Ça veut dire que moi, je me rappelle quand il y avait la guerre avec l'Irak. Alors, très bien, on a la bombe atomique, c'est super, mais je veux dire, s'il y avait 1 million et encore 1 million et encore 1 million de soldats qui arrivent sur les frontières, on ne peut pas ajouter une bombe atomique sur notre pays même. On ne tient pas. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on est plus en sûreté parce qu'on a un pays ou qu'on n'a pas de pays. Donc, quelle différence il y a hein, quand il y a une souveraineté ou il n'y a pas de souveraineté? La différence qu'il y a entre vivre dans un État à nous, entre juifs, et un État ou bien vivre très bien à Brooklyn ou à Lakewood ou à Strasbourg, c'est que on n'est pas confronté au goy. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne parle pas de l'influence qu'a un goy juif, je ne parle pas de ça. L'influence d'Averroès ou bien, je ne parle pas de ça du tout. On est dans un ghetto en Pologne et non seulement on est dans un ghetto, on ne nous laisse pas sortir, donc il n'y a pas d'influence. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de l'influence
qu'on a un goy. Je parle que quand on est dans la diaspora, on est en compétition constante avec le goy. On a besoin de se prouver. Consciemment, inconsciemment. Un juif, toujours il se sent, il a une petite complexe d'infériorité, je ne sais pas comment on va dire, mais en tout cas, il a besoin de montrer qu'il est le meilleur. Il est le meilleur docteur, il est le meilleur avocat, il est le meilleur commercial, marchand, je sais pas comment on dit. Ça brûle en lui, ça brûle en lui cet instinct de vouloir prouver qu'il vaut quelque chose. Il y a 33% des prix Nobel qui sont juifs. Quand on est 2 pour 1000 de la population mondiale. Alors bien sûr, tout le monde va nous dire le Genius Hayoudi, le génie juif. À part ça, il y a encore des gens intelligents, c'est que les juifs sont... je dois montrer, je dois montrer que je dois prouver au monde entier que les juifs, c'est quelque chose. C'est un juif, c'est un juif. Juif. Je veux dire, je vois, c'est un chanteur chiloni. Ah, vous savez, mais c'est un juif, c'est un juif, c'est un juif. Ce ministre-là, il est, je sais pas, oui, mais son père est juif, hein, son père a toujours besoin de se prouver, de dire, voilà, nous aussi, on a quelque chose, nous aussi, on est bien, nous aussi, on a... Celui qui se trouve dans une souveraineté chez non-juifs, il doit faire face à cette sensation. Il veut essayer de surmonter cette sensation-là. Quand on est dans un état à nous, indépendant, on ne doit pas faire face, on n'est pas confronté. Est-ce que, voilà, je dois prouver que je suis juif? Tout le monde est juif. On est entre juifs. Ça va me dire, t'es juif, voilà, sale juif, ou... Non, t'es juif, tout le monde est juif. Ça, j'ai aucune confrontation avec ce problème-là. Quand je suis entre juifs, à ce moment-là, juste à ce moment-là, quand j'ai pas cette confrontation-là, je peux réfléchir. Qu'est-ce que c'est être juif? Qu'est-ce que c'est mon judaïsme? Quel est le sens? Comment est-ce que j'exprime mon judaïsme? Je ne suis pas occupé à surmonter le goy, à me prouver par rapport au goy. Je ne suis pas occupé à ça. Non, tout le monde est juif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, t'es juif? C'est-à-dire, quoi, t'es juif? Qu'est-ce que ça veut dire, t'es juif? Qu'est-ce que ça veut dire, les mitzvot? C'est quoi les mitzvot? Qu'est-ce que tu fais? En Chutz La'aretz, dans un certain sens, même faire les mitzvot, c'est une manière de se distinguer. De se distinguer, de se différencier du goy. Pas je fais les mitzvot. Non, je suis en train de faire les mitzvot, je ne suis pas un goy. Parce que Descartes, le Ramban, il dit si lachem tzionim, qu'en Chutz La'aretz, la mitzvah, c'est un zecher. C'est pas la vraie mitzvah.
Parce que tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. T'es pas Non, non, j'ai besoin des mitzvot là-bas aussi pour me différencier du goy. Les mitzvot, ils sont un ustensile pour mon identité juive. Identité par rapport au goy. Quand je suis en Israël, quand je suis dans un État à moi, au Ouganda, n'importe où, un État à nous, si je fais les mitzvot, ça doit avoir un certain sens. Je n'ai pas besoin de les utiliser pour me différencier. En tant que juif. Bien sûr, dans les conditions que l'État juif n'opprime pas les religieux, etc. Et voilà, à ce moment-là, le Rambam dit qu'il faut aller dans le désert. Mais dans un cas où c'est neutre, par exemple, donc sont non religieux, les dirigeants sont non religieux, le gouvernement est non religieux, mais ils te laissent faire. Donc, c'est sûr qu'il y a un énorme plus dans le fait même que je suis pas à souk, je suis pas occupé tout le temps à me différencier du goy. Non, je suis entre juifs. Maintenant, je vais réfléchir qu'est-ce que ça veut dire, comment je vais exprimer ce judaïsme. Qu'est-ce que ça veut dire un judaïsme? C'est pas juste une différence avec le goy. Et c'est ça ce que Hachem, il est maftiach à Abraham Avinu. Voilà, je te donne un état où là tu seras entre juifs avec un souverain juif et ce ne sera pas ta préoccupation d'être modèle, de te confronter, de faire face à ton identité par rapport au goy, mais qu'est-ce que c'est l'identité juive par elle-même? Qu'est-ce que c'est ce judaïsme-là? Maintenant, on va faire un peu un petit cours d'histoire pour expliquer l'antagonisme qu'il y a dans l'orthodoxie. Bon, bien sûr, il y a l'orthodoxie extrême, les fanatiques, et en général, c'est un antagonisme à l'État d'Israël. Alors, bien avant, 100 ans avant que les sionistes ont rêvé de venir en Israël, il y a eu plusieurs aliotes. Voilà, personne sait. Aliot. Immigration. Hein? Immigration. L'immigration en Israël. Première, c'était Talmidei Baal Shem, de Vitebskia, avec Aliskia, et des grands Talmidim du Mezerich qui sont montés avec des centaines de Chassidim. Ensuite, il y a eu les Talmidei Agro, les élèves du Gaon de Vilna qui sont montés avec des centaines de personnes avant que personne rêvait de monter en Israël. Ensuite, il y a eu une organisation, première organisation de Aliyah, qui s'appelait Chibat Zion, l'amour de Zion, qui a été faite par un grand rave qui s'appelait Rav Tzvi Kalischer. Tzvi Kalischer, c'était un talmide de Rabbi Akiva Eiger et de Nessivus. Il y avait un Shutav, Rabbi Leo Gutmacher, qui était un grand Mekoubal, et c'est un talmide de Rabbi Akiva Eiger. Et les deux, ils ont fait une organisation pour faire monter le Tzibour, pour faire monter le peuple, les Polonais, les Polonais juifs en Israël. Et ils ont commencé.
Et ça a commencé. Et parler même faire des corbanotes avec Yosef Schlesinger, faire le corban Pessah, parce que tout le monde trouvait si beau, etc. Donc, ils ont commencé à sortir. Il y avait Yishuv Hayashan, l'ancien Implantation. qui était à Yerushalayim et à Tveria, etc. Ils sont sortis en dehors de Jérusalem pour faire de l'agriculture. Les premiers, c'était les gens de Jérusalem avec les péotes, avec les choses, les Meacharim, c'est eux qui sont sortis en premier. Avant que les sionistes sont arrivés. Petar Tikva, qui c'est M. Moshavot, c'est les Haridim qui l'ont lancé. M. Moshavot, c'est la première des Moshavot. En 1926, il y a eu déclaration de Balfour. Au moment où il y a eu la déclaration de Balfour, Laure Sameach a dit ça, c'est comme la lettre de Koresh. Koresh, c'est Cyrus qui a écrit une lettre qui permettait aux Béné Israël, qui étaient en Bavel, en Paras, en voie de Perse, et de revenir en Israël et de faire le Beth Amikdash. Il dit c'est exactement la même chose. Le Navi parle sur Koresh, sur Cyrus, comme Meshiach Hashem. Il a permis de revenir en Israël et de faire le Beth Amikdash. Il dit, alors sa mère a dit voilà, on a la même histoire. Quand Mitzrayim il a dit voilà, Hashem il nous fait un clin d'œil. Hashem il nous parle. Tout le monde était enthousiasmé. Ça, c'était côté religieux. Côté non religieux, c'est-à-dire les sionistes en général, on va dire. Et on va dire déjà du congrès de Bâle, qui est bien après toutes les immigrations qu'on a parlé, on parle de 1898, 99. Et au congrès de Bâle, donc c'était clair pour tous les dirigeants que les religions n'avaient pas de place pratiquement. Et que il y a un comité, mais on ne va pas faire même un petit comité de rabbins à côté, même un sous-comité. Non, les rabbins, ils ne sont pas dedans, ils n'ont rien à voir là-dedans, on ne veut pas les avoir, on ne veut rien faire avec. Plus plus ça s'est avancé, plus l'histoire a avancé, plus la virulence des sionistes contre les religieux a été terrible. Et les dirigeants parlaient ouvertement contre les religieux, allaient dire Yitzhak Greenbaum, qui était le président des sionistes, était un anti-religieux démagogue et allait dire au Sejm, au Congrès polonais, dans un discours que les religieux ont été contre l'indépendance de la Pologne, etc. En tout cas, il faisait des discours virulents dans la Pologne entière. Et pas. Et pourquoi? Parce que maintenant, on va construire un nouveau juif. Le juif de l'exil, plein de poussière, on va le laisser là-bas.
on va pas l'amener en Israël. En Israël, on va faire un nouveau gène, une nouvelle race, le tsabar. On dit en français le sabar, le sabar, le tsabar. Tsabar, ça s'appelle. La race, on est le sabra. Alors, le israélien, on est israélien. On n'est pas juif, on est israélien. Donc, pour pouvoir faire une nouvelle race de juifs qui se tiennent droit, qui sont forts, musclés, avec des taches de rousseur. On a besoin de déraciner entièrement l'ancienne race. Et donc, on va pas pouvoir, on va pas pouvoir faire avec. Même faire avec, non. C'est-à-dire que quand il y avait des certificats à donner en Pologne pour pouvoir rentrer en Israël, Greenboy s'est entièrement opposé à donner des certificats à des gens religieux. Et pendant qu'il était en 1942, quand il est devenu chef du comité de Balatsala, du comité de sauvetage, il y a les protocoles des des discours, des sessions qu'il y avait là-bas, et il y a une fameuse phrase qu'il a dit là-bas: ceux qui sont avak adam, ils ont qu'à rester là-bas, ceux qui sont poussière d'homme, ils ont qu'à rester là-bas. En tout cas, pour pouvoir faire cette nouvelle race, il pensait à ce moment-là qu'on était obligé de déraciner entièrement l'ancien juif pour pouvoir une nouvelle race. D'ailleurs, dans la Megillat Ha'atzmaut, la déclaration d'indépendance, ils sont opposés qui est Shem Hashem dans la déclaration d'indépendance. Le maximum qu'on a pu avoir, c'est Tzur Israël. Comme dans Megillat Esther. Pardon? Oui, mais parce que ça peut se parler, ça peut se dire autrement, ça peut se comprendre autrement, c'est pour ça qu'ils étaient d'accord. Donc, la méfiance était énorme entre les deux parties. D'un côté, ça veut dire, on savait très bien que les sionistes, ils avaient comme but de faire une nouvelle race et donc il fallait déraciner l'autre. Et c'est pour ça qu'en fait, les religieux étaient convaincus qu'ils n'allaient pas tenir. Le Chazon Ish a dit qu'au jour de l'indépendance israélienne, l'année prochaine, on n'aura pas le droit de faire les matzot. Ils étaient convaincus. Le Briskov a dit 5 ans, on tiendra ici, c'est fini après. Ils étaient convaincus. C'était les discours et les paroles et les journaux et la radio étaient tellement anti qu'ils étaient convaincus que ce serait terminé. Donc, il y a eu un amalgame entre le sionisme et l'antireligieux, le discours antireligieux. Les gens ont fait l'amalgame, on dit, oh, sioniste, ça veut dire antireligieux. Donc, on va être anti-sioniste. Ensuite, il y a eu, on a inventé un truc à Satmar, ils ont inventé, il y a une Gemara qui dit qu'il y a 3 serments que Hachem il a fait jurer Israël. Un des serments, c'est qu'on ne rentrera pas de force en Israël. Bien sûr que ça, c'est une Gemara pas halachique et à Gada. Légende, mythe. Légende, pas légende, mais enfin quelque chose qui veut dire une idée, pas une halakha. Et d'ailleurs,
tout le monde en parle. Le Ramban dans les Sefer HaMitzvot, Mitzvot Dalet, il dit qu'il y a une mitzvah, les Dorot, c'est une mitzvah pour toute génération d'aller et conquérir Israël et de l'habiter. Et il a écrit ça après l'Agma. Et les Mkoubalim disent que cette fois c'était pour 1000 ans. Absolument Kougar dit c'est terminé. Ce serment. Alors sa mère dit il n'y a pas de serment puisque de toute manière, les Nézér disent qu'il n'y a pas de serment parce que de toute manière, les pays, les nations ont permis. Il y a eu la déclaration de Balfour et ensuite il y a eu le vote à l'ONU. Donc, bon, ils sont restés avec un certain. Je crois que le Sadmaro lui-même ne pensait pas que c'était quelque chose d'halachique, mais c'était étant donné qu'on va certainement s'assimiler quand on vient en Israël, donc on va tous aller en Amérique, etc. Parce qu'en Israël, tout le monde va être forcé de lâcher la religion. Donc, on va donner un discours et on va dire ce discours-là et puis on le pose sur une Gemara, mais en fait, quand personne ne pense vraiment que c'est quelque chose de halachique. Voilà. Ça, c'est un cours d'histoire. Non. Depuis le Chazon Ish jusqu'à maintenant, comment est-ce que les choses ont évolué? Depuis le Chazon Ish, depuis la peur du Chazon Ish qu'on ne va pas pouvoir faire les matzot le Pessah prochain. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a 15% de la population qui est vraiment orthodoxe, noire. On a 150 000 Talmidei Yeshivot et Kolelim. Il y a des Chadorim, des écoles primaires, il y a des Yeshivot Tanot, il y a des grandes Yeshivot, des petites Yeshivot, il y a des Kolelim sans fin, il y a séminaires, il y a des écoles pour filles religieuses, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que les dirigeants aujourd'hui ont le même programme, le même agenda que les dirigeants qui étaient au début de l'État? Non, sûrement pas. Aujourd'hui, est-ce qu'on veut changer l'identité du juif religieux? Non, aujourd'hui, dans leur temps, ceux qui étaient les dirigeants, c'était des gens qui étaient, quand ils étaient jeunes, ils étaient au Heider, ils étaient Shana au Piresh. Shana au Piresh, c'est pire que tout. Ils avaient besoin de s'expliquer à eux-mêmes pourquoi est-ce qu'ils ont tout quitté, et donc c'est les plus grands antagonistes. Mais ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est des gens qui n'ont jamais rien appris et qui ne cherchent pas à déraciner la religion. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est, enfin, les dirigeants, ils veulent un pays où c'est kiff. Il y a du football, il y a du théâtre, on vit bien, une bonne économie, on peut aller en Khoutzlaretz pour les vacances. On peut bien vivre, c'est tout. C'est tout ce qu'on cherche. Il y a peut-être des fois des gens particuliers, je ne sais même pas si eux, ils sont anti-religieux comme ils veulent faire, ils veulent raviver du rocher pour pouvoir se faire élire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de non-religieux qui ont peur de la démographie, mais pas que c'est anti-religieux, ça veut dire ont peur qu'on vienne leur qu'il y ait la loi du charia et que maintenant les religieux vont venir chez eux et leur dire non, tu n'as pas le droit de sortir Shabbat, tu n'as pas le droit de ta femme doit te couvrir la tête, etc. Bon, mais je vais vous expliquer quelque chose. Il y a
30 ans à peu près, oui, 40 ans. Non, qu'est-ce que je dis, 40 ans? Ouais, même quand moi je suis venu en Israël, ouais, 50 ans, on va dire. Alors, euh, c'était chaud. C'était chaud, ça veut dire, j'allais en autobus à Tel Aviv, les gens ils me faisaient sauter le chapeau parce que c'était un dos, comme ça. Il y avait des graffitis Dross Koldos. C'est juste des mots, jeu de mots, ça veut dire écrase tous les religieux. C'est pas des histoires, je vous raconte ce que moi j'ai vécu. C'était très très virulent. Je peux vous dire que l'ignorance de la religion a été extraordinaire. On a mis un officier des parachutistes à 30-40 ans et je lui ai dit c'est bientôt Yom Kippour. Il m'a dit c'est de quoi tu parles? La guerre de Yom Kippour. Il ne savait pas que Yom Kippour, je ne vous parle pas d'un ignare, c'est un officier parachutiste, quelqu'un de bien, quelqu'un de droit, il ne savait pas qu'on jeûnait ou que c'était le jour du pardon. J'étais tellement choqué que je lui ai demandé, dis-moi, je vais te dire une phrase et tu vas me dire si tu l'as jamais entendue. Je lui ai dit, écoute cette phrase et dis-moi si tu as déjà entendu cette phrase. Et je lui ai dit, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il m'a dit, j'ai jamais entendu cette phrase. Pour vous dire, quand même, et qu'on parle, je vous parle de 30 ans après, ou 25 ans après, après l'indépendance d'Israël. Donc, c'était la situation. En 77, Menachem Begin est monté au pouvoir. Et à ce moment-là, il y a eu un changement radical, vraiment une inversion de la tendance. Et Rachar, à ce moment-là, a décidé qu'on va rentrer dans la coalition, alors que les partis religieux étaient toujours dans l'opposition. Non, on fait partie de la Knesset. Non seulement on fait partie de la Knesset, mais on fait partie de la coalition, c'est-à-dire la coalition gouvernementale. Et non seulement ça, mais on va faire partie dans le gouvernement en tant que Sgan Sar, vice-ministre. On ne va pas prendre la responsabilité ministérielle du gouvernement mais vice-ministre avec pouvoir de ministre. Ensuite, Rav Shach a fait chasse. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est Rav Shach qui a fait chasse. Ensuite, Rav Ovadia, il a monté, etc. Mais c'est Rav Shach qui a fait chasse et il a amené Yitzhak Pérez, qui était Rav de Ranana en tant que Chaver Knesset, et il a amené Chacham Yosef pour devenir Rosh Moatzat. Et chasse, il leur a dit, vas-y, soyez ministre aussi. Donc, il y a eu un grand changement dans la manière de s'intégrer, des religieux par rapport à l'État, alors qu'ils étaient bannis et il y avait une atmosphère anti-religieuse. Il y a eu tout d'un coup un rapprochement et à ce moment-là, les religieux sont rentrés dans la coalition, dans le gouvernement, et ont commencé à faire partie de l'État. Et à ce moment-là,
on demande un budget pour l'éducation, on demande un budget pour l'iour, logement, pour les Haredim, on va faire un chok, c'est-à-dire discrimination positive. Un chok. Et comment ça se fait qu'on demande des choses pareilles? Si on ne va pas à l'armée, si la régime ne paye pas d'impôts, comment est-ce qu'on se permet de demander des budgets limités? C'est parce que on se sent parti, on se sent citoyen du Madriga Rishona, premier niveau. Un immigrant, il ne demande rien. Un palite, on dit un palite, un réfugié ou quelqu'un qui est chez. Se demander des budgets spéciaux parce que. Quoi, mais quand tu prendras, tu vas en France, tu ne veux pas prendre, tu veux pas prendre aucune responsabilité, tu ne peux rien demander. Mais si tu dis non, je suis là. Pour moi, c'est Khachou le limo, c'est comme l'armée, etc. On ne va pas discuter de ça maintenant. Mais je demande, j'exige, pas je demande, j'exige des droits. C'est parce que c'est seulement en se sentant un citoyen de part entière qu'on peut demander des choses pareilles. Ici, le Haora, voilà, on est dans le pays, c'est extraordinaire, on a un pays, on a tout ce qu'il faut, la chassidoute grandit, le judaïsme orthodoxe s'épanouit, il y a des dizaines de milliers de Kohelman, il y a des yeshivot 120, Baruch Hashem, et c'est magnifique, alors c'est extraordinaire. On devrait faire Yom Ha'atzmaut. Pourquoi ne pas faire Yom Ha'atzmaut? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Que, en fait, on a pu, en fin de compte, s'épanouir tellement parce que on a pris un recul. On a pris un. On s'est aussi. Non, dans la position de. Bodal on s'est replié. Badal C'est ça ce qui nous a, en fin de compte, donné la possibilité, en fin de compte, de s'épanouir. Parce que si le danger, il est là tout le temps. Le danger de s'identifier à, voilà, je suis israélien. Je suis israélien, donc je suis juif, donc ça va, c'est la même chose. Il n'y a rien besoin de faire. Il n'y a plus rien besoin de faire. Alors, ce danger-là, de cette idée-là, elle est toujours là. Et je veux dire, il n'y a personne qui ne jeûne pas en Yom Kippour, en Chutz La'aretz. Les gens qui sont entièrement non religieux, tout le monde va. Je vais vous dire une phrase que j'ai entendue d'un Français. Et c'est vraiment l'anekuda. J'ai un Français qui m'a dit, waouh, quand est-ce que je vais pouvoir venir en Israël que j'aurai plus besoin de jeûner Yom Kippour?
si je viens en Israël, je n'aurais pas besoin de jeûner Yom Kippour. Je jeûne Yom Kippour parce que, voilà, je dois me afficher comme juif. Je dois m'identifier. Mais quand je viendrai en Israël, je n'aurai plus besoin. Je n'aurai plus besoin de jeûner Yom Kippour. Ce danger-là, cette Nekuda-là, ce point-là, il est là tout le temps. Et d'ailleurs, on voit, si on regarde notre histoire, et si on regarde le Tanakh, on va voir que quand on avait un pays entier, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Il y a eu des périodes entières où Am Israël a fait Avodah Zarah. Des périodes et des périodes. Et c'est remonté, c'est redescendu, et c'est pas gagné. C'est pas on est en Israël, tout va bien. On a besoin de s'isoler, je sais pas, se séparer, ce séparatisme qu'on a besoin. On a besoin un peu de se renfermer sur soi. Pour ça, j'ai compris toujours, pour moi, quand Rav Shach, il avait dit vice-ministre sans être ministre, j'ai rigolé. J'ai dit, c'est des ventouses pour un mort, qu'on se trois le mettre, ça ne veut rien dire ça, vice-ministre, à quoi tu joues? Non, oui, oui, pas entièrement. Pas entièrement. Fais un Zecher le Khurban. Mets un petit carré là-haut. Mets un petit carré, c'est pas. T'es pas intégré entièrement. Tu vas t'intégrer entièrement, tu rentres dans le danger. Et la preuve qu'il y a une grande, qu'il y a une shrika, c'est-à-dire une shrika, c'est une érosion quand on s'intègre trop, c'est le Mizrahi. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le Mizrahi était Beisodo quand il a, comment ça dit Beisodo? Au début du Mizrahi, c'était des Gdolim qui étaient, en Braïnes, il y avait des Gdolim qui étaient à la tête du Mizrahi. Et petit à petit, ils ont avancé, jusqu'à que, petit à petit, ils ont perdu de leur identité religieuse. Et parce que c'est attirant de dire oh, on est tous les mêmes, on est tous juifs, on est tous ensemble, venez, on s'embrasse tout le temps. Et oui, c'est sûr que c'est bien et c'est juste. Et Achenu Kol Bet Israël, et c'est magnifique. Mais ça fait une érosion. Et à quel écart que chez eux, maintenant, il y a une direction opposée. Il y a tout un mouvement dans le Mizrahi qui sont mitrardim, comment est-ce qu'on dit, qui deviennent beaucoup plus orthodoxes. Ils deviennent tellement plus orthodoxes que les orthodoxes. Avec chapeau et choses. Ils ont des grandes kippots, ils ont des grandes péos, etc. Plus que ça, le Kodesh HaKodashim, l'armée, il y a des yeshivot, des grandes yeshivot mizrahi qui disent de ne pas aller à l'armée. C'est-à-dire ils ont compris qu'ils sont allés trop loin dans l'intégration et à ce moment-là, on perd ce côté-là qu'on a besoin en tant que, on a besoin de se resserrer un peu sur soi-même et de faire ce Zecher HaKurban de vice-ministre. On a besoin de ça pour ne pas être se diluer et avoir l'érosion tout le temps. Alors, Sachakol, c'est magnifique ici. Sachakol, il n'y a rien de mieux qu'en Israël, vous savez tous. Même ceux qui sont revenus, ils savent très bien qu'ici, c'est beaucoup mieux. Ouais, c'est sûr, à Strasbourg, il y a l'orangerie, il y a des beaux arbres, etc.
Mais il n'y a pas comme le judaïsme à Bnei Brak, à Yerushalayim. Et quoi qu'on vous raconte sur l'Eikoud, ce n'est pas la moitié de Bnei Brak. Il n'y a rien de mieux qu'ici. Ici, c'est extraordinaire. Vous pouvez venir quand vous voulez. Bon, il faut voir s'il y a la parnassa, etc. Mais bien sûr qu'il y a des problèmes. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes à Bnei Brak, des problèmes à Yerushalayim. Il y a toujours des problèmes. Mais la Yiddishkeit, d'abord, j'ai rien à voir avec un goy. J'ai pas besoin de m'identifier en tant que goy. Je peux réfléchir comme Bnei Brak. Maintenant, je réfléchis. Qu'est-ce que c'est mitzvah? Qu'est-ce que c'est mon judaïsme? C'est quoi? Etc., etc. Bien sûr qu'il y a des problèmes ici, il y a des problèmes. Mais vous avez des problèmes à Strasbourg aussi. Je vous assure que les marlocotes que vous avez à Strasbourg, vous pouvez venir ici, ça ne vous manquera pas. Il y aura ça ici aussi. Tout ce que vous, il y a tout ici. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Baruch Hashem, tout. Mais vraiment, Baruch Hashem, on peut dire qu'on est arrivé ici à quelque chose d'extraordinaire. Et que, Bémet, il y a ici, bien sûr, les gens font partie, même si dans le discours, on peut raconter des histoires, non, et ça, les tionim. En fin de compte, si tu viens et tu te mets en tant que ministre là, Yoshev-Rosh Shevat Taksafim, comment on dit en français, dirige le trésor. Le trésor, c'est des religieux. Des religieux, ils sont partout. Ils ont des demandes, ils ont des exigences. Ils sont là, on est dedans, on est entièrement dedans. Bon, on a besoin d'un petit discours qu'on raconte, d'accord. On est toujours avec le discours qu'on avait. Ils sont obligés de dire le discours qu'il y avait avant. Alors on dit un petit discours. Mais en fin de compte, de fait, ils sont intégrés, ils sont là. Bien sûr, il faut garder les proportions, il faut faire le Zer Korban, mais c'est le Gan Eden ici. C'est le Gan Eden. Au Hashem, il y a la Torah, il y a Yiddishkeit, il y a Parnassa, il y a tout ce qu'il faut. Et Bezrat Hashem, va venir, tout le monde sera ensemble. Aslacha.